Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille Et Marion, cofondatrice de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie, emballage collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Il me semble qu'un bon projet de design, en effet, c'est un projet qui rend la vie ordinaire à la fois plus facile dans l'usage, plus plaisante aussi. Oui, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça change tout, de découvrir qu'il y a une activité professionnelle, il y a un champ de recherche derrière cette pratique, et que tout ça, en plus, ça s'appelle le design graphique. Là, on a l'impression effectivement d'avoir ouvert une boîte et qu'on ne va jamais pouvoir la refermer, et c'est ça qui est génial. Que ce soit faire une carte de visite ou un livre ou une affiche ou autre, tous les supports sont à considérer et doivent être soignés parce que c'est une question d'utilité publique en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le design pour, à partir de lui, poser à la philosophie des questions. J'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours quelque part. Pour son deuxième épisode, le radiographe s'est invité chez Alex et Manon, un duo lillois concevant des solutions mobiles sur mesure. On leur dit toujours, mais n'arrêtez d'être en conflit avec les développeurs qui font pas votre design au pixel près. Soyez dans la complémentarité, dans la collaboration, dans la communication, essayez de comprendre pourquoi il ne peut pas faire et de parler avec lui pour voir tout ce que vous pourriez faire que vous n'avez pas envisagé parce que vous n'avez pas cette connaissance de l'outil. Est-ce qu'on peut imaginer un service de graphisme, si je résume, un service de graphisme qui serait un graphiste public au même sens que l'écrivain public et qui va venir bénévolement ou de manière subventionnée aider les gens à produire des éléments visuels de qualité. Je suis pas sûre que si c'était racheté par une grosse société, ils garderaient la même intention, la même envie d'écouter les retours utilisateurs. Le plus gros bouton dans notre application, c'est un problème, un besoin, une nouvelle fonctionnalité, aidez-nous, donnez votre avis. En fière porte-parole de leur duo, Manon nous a gentiment accueillis chez elle le 16 décembre dernier afin de parler avec nous de technologie, évidemment, mais également de pédagogie, d'artisanat et de graphisme d'utilité publique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et comment vous en êtes venus, Alex et toi, à travailler ensemble ? Quelle est l'histoire de votre collaboration ? C'est assez simple, mais ça s'étale dans le temps. Alex et moi, on s'est rencontrés lors d'un hackathon à Roubaix qui s'appelait Happy Hacking Day. Et ça a été un élément vachement fondateur quand même, parce que du coup, on a passé 48 heures ensemble sur un projet, à pas trop dormir, à mi-dormir, mi-parler pendant qu'on dormait sur le projet, enfin bref. Et suite à ça, on est resté en contact. Il travaillait dans une start-up. Et il n'était pas très heureux de la manière dont ça se passait, parce que c'était pas une vraie start-up au sens start-up, c'était une fausse start-up. Et le management était très vertical et il se sentait pas à l'aise. Et moi, j'étais graphiste en freelance. Je me sentais un petit peu seule dans mon travail, même si j'avais beaucoup de collègues. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin dans les projets et de pouvoir prendre des projets de plus d'envergure. Et alors là, il s'est passé environ 1 an et demi pendant lequel je l'ai tanné. Alex, tu viens bosser avec moi ? Alex, s'il te plaît. J'aimerais trop que tu viennes bosser avec moi, ce serait trop bien, on pourrait faire des tas de projets cool, regarde, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et au bout d'1 an et demi, il a fini par démissionner. Et là, il a vu un petit peu les galères du monde entrepreneurial. Il a commencé par faire un statut d'entrepreneur à côté de mon statut à moi, donc on était côte à côte. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que, légalement, c'était limite, parce qu'on travaillait tout le temps ensemble, et que
c'était pas pérenne par rapport aux clients, que c'était pas solide comme structure et qu'on voulait officialiser les choses un peu comme un petit mariage. Et donc on a créé notre SAS, on a choisi un nom. Après des heures et des heures de brainstorming, on est arrivé à Alex et Manon. Mais c'est vrai, en plus on a beaucoup cherché. On voyait des noms inspirants, mais on voulait pas que ce soit écrit design ou développement ou je sais pas, application dedans, mais on savait qu'on voulait vendre des applications mobiles. Et on voulait un nom qui soit sympa, un nom qui soit jeune. Au final, on s'est dit, quoi de plus sympa que toi et moi? Allez, Alex et Manon. Et on a rangé par ordre alphabétique. C'est pas une question de garçon ou de fille. C'est important. Je me suis demandé ça, justement, ça. Parce qu'à un moment donné, sur le site, ça permute. Ouais, exactement. Du coup, ils avaient pourquoi Alex et Manon et pas Manon et Alex? On a essayé de penser toute la communication pour qu'elle soit permutable. Alex et Manon, Manon et Alex. On a les 2 noms de domaine. Par contre, après, sur Twitter et Facebook, il fallait faire des choix. Et ça tombait bien parce que sur Facebook, Alex et Manon, c'est pris par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, sur Facebook, en vrai, le hashtag, c'est Manon et Alex. C'est l'inverse, D'accord. même si on ne voit pas souvent. Et à l'occasion de la journée de la femme, on avait permuté notre communication. Donc, tout était devenu Manon et Alex partout, avec un grand renfort de messages et d'explications de pourquoi on avait changé. Trop bien. Et du coup, vous êtes... vos premiers clients, ça a été... Comment vous avez commencé, sur quel projet ça s'est affiné? Alors, chez Alex et Manon, quand on a commencé la boîte, on s'est dit on veut vendre des applications mobiles, c'est quoi nos compétences transverses, qu'est-ce qu'on a à offrir aux clients? Et en vrai, tout naturellement, le premier client, il est venu à nous. Alors c'était un peu incroyable. On ne sait pas comment c'est arrivé, hein. Même aujourd'hui, on a voulu l'analyser. C'est la BGE de France qui avait une chargée de com, qui cherchait des entreprises pour réaliser une application mobile pilote. Et ils nous ont contactés. Alors, je ne sais toujours pas comment ils nous ont trouvés d'ailleurs. Ils nous ont contactés et en fait, concrètement, ça a matché directement, tant en termes de valeur, d'affinité sur le travail, que de vision du projet, que de prix, donc tant mieux. Et depuis qu'on a créé la boîte, en fait, depuis notre premier projet, on est toujours en relation avec eux, on travaille toujours avec eux sur cette application mobile, à faire des itérations, des améliorations et à la faire vivre. D'accord. Et vous leur avez jamais demandé comment ils vous ont trouvé? Bah non, tu me le demandes, je me dis tiens, on leur a jamais demandé. Je suspecte très fort que ce soit via Alexandre. Parce que comme Alexandre a un profil du coup de développeur mobile sur tous les comptes d'entrepreneurs, enfin de freelance, il y a beaucoup de gens, de clients qui nous trouvent via, ils cherchent un développeur mobile parce qu'ils veulent composer une équipe et au final ils se retrouvent à nous embaucher en tant qu'agence. Ce qui est plus pertinent. Mais ouais, ça aide bien son profil freelance mobile. Voilà. Du coup, vous avez couplé vous êtes complémentaires sur les... C'est ça, c'était l'idée. L'idée de se dire, toi tu fais des trucs géniaux, moi je fais des trucs géniaux, à deux on peut faire des trucs incroyables et on peut pas tout faire, mais on peut presque tout faire, adresser tous les besoins. En fait, quand on regarde le parcours de la création d'une application mobile, on peut intervenir de A à Z. Soit c'est nous, à 90%, soit on a des prestataires, des collaborateurs à côté qui fignolent le travail sur des points clés comme le marketing ou le référencement sur les stores, où c'est clairement pas notre compétence principale. Et donc on accompagne du moment où un client nous dit j'ai un besoin, un problème à résoudre dans mon entreprise, je pense que la solution peut être une application mobile. Nous, on peut accompagner donc, sur des ateliers de design thinking qui vont permettre d'affiner la réponse produit, la réponse besoin. Et ensuite, on peut passer par les étapes de conception des wireframes, d'expérience utilisateur, les interviews, les tests, les écrans, le design purement graphique. Ensuite, on passe au développement. Donc nous, on fait du développement, on a choisi hybride. Donc c'est un développement qui est purement écrit en web et qui va se déployer sur les différentes structures Apple et Android. Et Windows à l'époque, mais c'est un peu fini. Et on a aussi donc on a Ionic et React Native, les deux grands langages. Et on termine du coup par la publication sur les stores et le référencement où là on peut faire appel à d'autres personnes au besoin. Mais
Du coup, tu as parlé de design thinking. Ouais. C'est Sur lequel on rebondit à chaque fois. Vous avez raison, parce que tout le monde a une vision différente, je pense. du Ouais, et design nous, ça nous thinking. pose vraiment question. Et, enfin, du coup, est-ce que par exemple, c'est arrivé, parce que ce qui est dit par rapport au design thinking, c'est que c'est aussi l'analyse d'un projet pour trouver la solution. Et je dis, les gens viennent avec l'idée qu'ils veulent une application, que c'est ça ce qu'il leur faut. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens viennent avec une application et finalement vous leur... On les renvoie ailleurs. Voilà, vous leur Ouais. dites, non, ça c'est pas du tout ça qu'il nous faut en fait. Ouais. C'est déjà arrivé que les gens, en fait, 90% du temps, les gens disent bonjour Alex et Manon, on veut une application qui fait ça, ça, ça et ça. Et nous, on prend le temps avec eux, dans toute la phase d'avant-vente souvent, hein, mais tant mieux des fois si on arrive à le vendre de manière plus formelle, mais on prend le temps de faire un pas de recul et de leur dire ok les gars, respirons, c'est quoi le problème? Et d'analyser ensemble, finalement on fait du design thinking avec eux des fois plus formellement ou non, mais de reprendre la base, et c'est déjà arrivé souvent qu'on les renvoie vers ce dont vous avez besoin. C'est pas une application mobile, mais c'est un site web qui va être déployé aussi sur mobile et visible sur mobile, parce que les fonctionnalités que vous nous demandez n'ont pas besoin d'être internes à un mobile, elles n'utilisent pas les compétences intrinsèques, les fonctionnalités intrinsèques d'un appareil mobile. Donc, ne perdez pas d'argent à aller faire une application mobile qui va être coûteuse, qui va être compliquée, parce qu'une application mobile, il faut la télécharger. Donc il faut déjà la connaître, il faut la télécharger, il faut la conserver sur son téléphone, et c'est beaucoup d'étapes qui rendent difficile l'accès à une application mobile. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pense qu'on vend de moins en moins d'applications mobiles au sens pur du terme, on vend de plus en plus de solutions mobiles qui vont être des sites web mobiles ou des progressive web apps, qui sont l'avenir des applications mobiles. Je vais vous foncer un peu les yeux. Donc c'est quoi? C'est avec le... Une progressive web app, concrètement, c'est un site web qui va être enregistré en cache dans ton téléphone, qui va créer une petite icône comme une application mobile, sauf qu'en fait, en vrai, tu n'auras quasiment aucun contenu de l'application dans ton téléphone. Tu as juste à te connecter à un endroit et ça se met juste en cache comme sur du offline, en fait. Plus besoin de parler en Apple ou en Android. Quelqu'un m'avait dit, de toute façon, l'avenir de l'application, c'est dans le responsive. Ouais. Je sais pas si c'est une grosse bêtise que j'avais pu entendre ou... C'est ça au final, parce qu'une progressive web app, ça n'est rien d'autre qu'un site internet. D'accord. Mais qui va avoir des fonctionnalités de pouvoir se transformer en application sur ton téléphone. Au final, l'avenir de l'application mobile, c'est le web. Nous, on le fait déjà en transvasant les clients de l'application vers le web quand c'est pas nécessaire. Au final, une application mobile, c'est hyper pertinent quand tu as des fonctionnalités qui vont utiliser des choses très spécifiques comme le hors-ligne, parce que le hors-ligne aujourd'hui sur un site web on ne sait pas le faire dans les téléphones, ou des fonctionnalités comme et encore même pas, j'allais dire l'accéléromètre, le GPS, mais au final des sites web savent aller les chercher dans ton téléphone. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vrai besoin de hors-ligne et de sauvegarde de compte, de quelque chose qui est pérenne dans ton téléphone pour que ça devienne intéressant. Mais là, du coup, tu utilises un langage qui est assez technique, nouveau et innovant pour nous. Qu'est-ce que je peux clarifier? Est-ce que tout ça, tu l'as appris du coup en travaillant avec Alex, ou c'est parce qu'on a fait la même formation? Ouais. Et clairement, c'est pas dans notre formation de DSA qu'on a appris ça. Non, ouais, c'est clair, quand j'étais en études, j'ai fait une fois un projet d'application mobile et ça m'a semblé tellement compliqué et tellement pas intéressant. C'était une formation print ou web à la base? Entièrement print. Alors mon DSA c'était écrit option motion design, mais concrètement c'est ça, ça n'a pas fait de moi une motion designeuse. Puis moi j'étais têtue, je voulais faire du print, donc j'ai fait du print, quels que soient les cours. Et c'est vraiment en arrivant sur le monde du travail que je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée et que faire du print c'est bien, mais ça ne fait pas vivre et c'est pas l'avenir, quoi. Il faudra toujours du print, parce que le print n'est pas mort. Complémentarité avec... Et je me suis du coup auto-formée. Et après, côtoyer un développeur au quotidien, c'est autant bénéfique pour moi que pour le développeur de son côté. Il le dit souvent, et c'est ce qu'on prône à nos étudiants. On leur dit toujours, mais n'arrêtez d'être en conflit avec les développeurs qui font pas votre design au pixel près. Soyez dans la complémentarité, dans la collaboration, dans la communication. Essayez de comprendre pourquoi il ne peut pas faire et de parler avec lui pour voir tout ce que vous pourriez faire que vous n'avez pas envisagé parce que vous n'avez pas cette connaissance de l'outil. Et du coup, Alex et moi, au début, on a fait pas mal de mini-formations l'un vers l'autre.
Il me tanne encore aujourd'hui pour que je réapprenne plus de code. Moi, je pense que mon niveau de code est suffisant. Donc, il m'a appris du code pour améliorer mes connaissances de base. J'avais un peu appris sur le tas quand même. Donc, il m'a redonné les bases théoriques pour que je comprenne la structure. De la même manière, je fais des formations de design pour qu'ils comprennent des choses comme tout ce qui est afférent aux typographies sur le web. Régulièrement, quand il y a un truc qui nous chagrine, on se passe un livre. Tiens, voilà, tu lis tel paragraphe, là, tel endroit, puis on en discute la prochaine fois. Donc la dernière fois, je vais passer un livre sur la typo sur le web. Et c'est presque le ciment qui fait que c'est pertinent de travailler ensemble. Sinon, C'est intéressant, c'est très pertinent d'être à deux. Sans en faire un designer et sans faire de moi une développeuse. Oui. C'est pas nos... Ça veut dire que vous faites aussi un peu des collaborations avec d'autres personnes? Ça arrive? Ouais, on a décidé comme modèle pour l'instant de ne pas avoir de salariés et d'avoir uniquement un réseau de collaborateurs qui sont freelance ou qui ont leur propre structure. On collabore très régulièrement avec une autre structure qui est en cours de création, donc elle n'a pas de nom, donc je ne peux pas trop la nommer, mais qui fait du coup du WordPress, mais hyper bien léché, quoi. Ils font du WordPress, mais vraiment sur mesure. Si tu veux pouvoir vendre des oreillers avec 6 couleurs et 40 formes, ils vont te faire exactement la fiche produit qui va avec. Et ils sont hyper spécialisés, donc c'est un plus pour nous, pour les clients qui nous demandent du WordPress. Parce que c'est pas notre... Nous, on fait du développement sur mesure en langage web et pas en langage WordPress. Donc on a ce genre de collaborateurs. On a des collaborateurs en marketing et en conseil de communication. On a des collaborateurs en référencement SEO, donc sur le web de manière générale, et référencement ASO, spécialiste pour les plateformes mobiles, Apple Store et... Non, iTunes et Play Store. Du coup, quand tu as commencé à être dans cet univers-là, ça t'a tout de suite beaucoup plu, ou t'as quitté le print avec quelques regrets? Est-ce que tu l'as vraiment quitté? Oui. Non, je l'ai pas vraiment quitté. Déjà, il y a le projet Je l'ai jamais quitté. Le projet des bijoux qui, d'une certaine manière, peut se rapporter. C'est du papier. J'ai jamais quitté le print parce qu'en fait, les clients ont toujours besoin de print. C'est pas ce qu'on met en avant sur la vitrine, mais j'ai déjà tous mes clients historiques qui continuent à me suivre et qui continuent à me demander du travail en print ou en identité visuelle. Donc j'ai ce réseau-là que je n'ai pas abandonné du jour au lendemain en disant bah non les gars, je fais du numérique maintenant. Donc je fais toujours du print. Et concrètement, je fais toujours de l'identité visuelle parce que quand on demande un projet d'application mobile, à un moment donné, cette application elle a besoin d'un nom, elle a besoin d'une image, elle a besoin d'une page web de lancement, une landing page. Et donc c'est pas du print, on est d'accord. Il y a besoin aussi de flyers, de promotionnels, ce genre de choses. Donc c'est un peu... ce qu'on fait, c'est un peu de l'ordre de l'agence. C'est comme des agences spécialisées en mobile. On fait tout ce qui a trait au mobile avec tous les univers possibles, les compétences possibles autour. Mais le point d'entrée, ça reste quand même... Ouais, le mobile. C'est ça. Après, c'est un point d'entrée, on peut rentrer autrement. Ou sortir autrement. Et du coup, tu parlais des cours que vous aviez commencé à donner, c'est celui de l'ESAT. Ouais. On donne des cours à l'ESAT, effectivement. Et alors, c'était une volonté de ma part de nous faire rentrer dans l'enseignement parce que je pense que c'est une vraie plus-value d'avoir cette capacité à prendre du recul sur qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment tu peux le transmettre à d'autres. Parce que analyser ce que tu fais, ça te permet de mieux le comprendre. Du coup, on a intégré l'ESAT l'année dernière. On avait un petit peu d'heures, on avait une trentaine d'heures et cette année on est vraiment professeur majoritaire sur plusieurs intitulés, cours. Et on a apprécié le côté, l'aspect pédagogique de donner des cours, le fait de devoir décomposer ce qu'on sait pour le mieux réexpliquer aux jeunes, et plus ou moins jeunes d'ailleurs. Et c'est de l'autre côté du miroir, ça y est. Ouais, c'est ça. Il y avait un côté magique à recroiser dans les couloirs. Mes anciens profs, j'arrivais tout le temps en retard parce qu'à chaque fois que j'allais en cours, je croisais un prof différent. Et un coup, c'était mon ancienne prof de français, un coup, c'était mon ancien prof de design. Et je passais un quart d'heure à discuter avec lui dans les couloirs et j'arrivais en courant en classe, genre je suis désolée, je suis là, excusez-moi. Excusez-moi. Et l'enfer aussi, de devoir arriver à 8h15 en cours à l'ESAT à l'autre bout de la ville, j'y arrive toujours pas. Je crois que les BTS, ils me haïssent depuis le début de l'année.
Ouais, 8h15. On commençait aussitôt. Ouais. En DSA, des fois non, mais effectivement, BTS, 8h15, quoi. Et en fait, ce qu'on nous a dit, ce que l'équipe enseignante nous a dit, c'est on veut que vous mettiez en évidence le côté designer pour le web et pour le mobile. Nos étudiants n'ont pas assez de contact avec ces milieux-là, ils sont beaucoup trop dans l'imprimé et ils n'ont pas la culture même. Et aucun des enseignants quasiment n'a cette culture du mobile et du web. Du coup, ça tient vraiment aux intervenants professionnels, il n'y a pas que nous, de faire venir cette notion du numérique dans l'école. Et du coup, on intervient sur un intitulé de cours un peu général dans différentes choses qui s'appelle Design pour mobile, en fait, au final. Par exemple, il y a deux pendants, on fait des projets avec eux sur le long cours. Et on a des cours très ponctuels, toutes les semaines, on fait vraiment de la technique. Avec les BTS, on passe en vue tous les nouveaux logiciels. Par exemple, on a travaillé sur SketchUp, on travaille avec InVision, on travaille avec Zeppelin, avec Adobe XD. Tous ces nouveaux logiciels qui sont arrivés il y a quelques années, voire très très récemment pour Adobe XD, et qui ont un peu révolutionné la manière dont on travaille dans le monde du travail. Et qui ne sont pas forcément encore pris en compte dans l'univers de l'école. Ils ne travaillent pas encore avec ces outils-là, c'était pas encore installé avant que nous on arrive. Sketch, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc voilà, on pense que c'est important qu'ils se font face aux outils du monde du travail, en fait, avec lesquels ils vont être amenés à travailler plus tard. Qu'ils n'arrivent pas pour faire des mock-up web avec Photoshop comme on faisait il y a 20 ans. Il faut se mettre à la page. Et du coup, il y a une bonne réception. Ouais, énormément, ouais. D'autant plus qu'on utilise une méthodologie active. On est très peu dans l'enseignement vertical où le professeur instruit un ensemble d'apprenants et où les apprenants n'ont rien à dire. On essaie de faire de l'humour, c'est pas toujours réussi. Et on s'attache vraiment à avoir le minimum de PowerPoint, vous voyez, de slides ou de cours théoriques, parce que clairement c'est la mort, quoi. Enfin, c'est des cours que t'aimes pas en tant qu'étudiant, donc t'as pas envie de le refaire aux étudiants, c'est chiant, c'est long à préparer, c'est vraiment vachement plus long à préparer qu'un cours actif. Et en plus, nous on se fait chier en tant que prof, on les voit tous en train de mi-dormir, mi-famille, faire des gribouillages sur leur cahier. On en a fait quelques-uns au début parce que c'était plus facile aussi que de faire de la méthode active et qu'il y avait aussi des enseignements très théoriques qu'on devait faire passer. Puis ça rassure peut-être quelque part. Ouais, ça rassurait, ouais, effectivement. Moi j'ai une grosse... je fais du scoutisme laïque, donc j'ai une grosse culture de la méthodologie active, c'est dans mon ADN, mais Alexandre, lui, a été... puis j'ai été formée à l'ESAT, méthodologie plutôt active aussi. Alexandre, lui, a été formé en université, et avec le prof qui est une sorte de maître Dieu, qui sait tout, qui a ses assistants, et où les cours sont dispensés dans des sortes d'arènes immenses. La béquille. C'est ça, et l'enseignement vient à toi, tu le bois et tu vois ce que tu peux en faire derrière. Et aussi dans une méthode, à l'inverse de nous, pour moi la méthode c'est je teste des choses avec les étudiants apprennent des choses, testent des choses, découvrent des choses et ensuite on valide par un apport théorique. Ok, ce que vous avez vu c'est vrai, il y a machin qui t'a dit, les règles c'est ça. Donc on valide les compétences ou les connaissances qu'ils ont apprises par des exercices ou des tutos. Alors que dans son enseignement, c'était l'inverse. On vous donne du théorique, on vous donne les règles, et ensuite, derrière, maintenant, vous les testez. Donc c'était vraiment l'inverse. Il a fallu pendant un an qu'on travaille aussi à deux pour avoir des cours, que je puisse transmettre le savoir de méthode active et qu'on puisse avoir des cours pertinents. Et du coup, cette année, ça marche vraiment bien. Les étudiants sont demandeurs. Je peux dire, on le sait parce qu'on leur donne, à chaque fin de cours, on leur donne un questionnaire. Et ça, par exemple, c'est une volonté, aucun autre prof ne fait ça. On leur donne un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque cours. Notez-nous. C'est ça, notez-nous, quoi. La méthode de cours, est-ce qu'elle vous a plu ou pas? Sinon, si oui, pourquoi? Le contenu du cours, est-ce qu'il vous a plu ou pas? Mais ils arrivent à... Est-ce que vous avez eu des retours un peu plus négatifs sur certains... Ouais, on en a. On pourrait se dire, ils vont tous vouloir être gentils, par exemple. Oui, alors les premières fois, c'est vrai que c'était pas toujours très pertinent. Les étudiants, ils étaient toujours un peu sympas. On a eu des messages presque d'amour. Vous êtes trop beaux, vous êtes incroyables, vous êtes dynamiques, vous êtes jeunes. Ça donne envie d'être comme vous plus tard. Ça,
On a failli les encadrer un peu en énorme dans le bureau. Et non, tout doucement, ils apprennent à être critiques. C'est aussi ça qu'on veut leur transmettre, cette critique par rapport à ce que vous recevez et pouvoir... Puis on leur dit, hein, enfin, nous, on fait avec vous de l'expérience utilisateur. Vos utilisateurs, c'est nous. À un moment donné, si on se plante dans notre produit, il faut que vous nous le disiez, quoi. Donc voilà. Ouais, des fois, on a des petits retours, genre ça, on l'a déjà vu, ou ça, c'était un peu plus chiant. On veut que c'est trop bien, finalement, tu fais peut-être les cours à l'ESAT que toi, t'aurais aimé recevoir en étant étudiante là-bas. Mais tellement, tellement. Au second trimestre, on va travailler sur la relation client. Moi, c'est un truc qui m'a vachement manqué quand je suis arrivée dans le monde du boulot. Mais depuis, on avait travaillé avec l'équipe enseignante et du coup, ils ont vachement changé leur fusil d'épaule et ils ont intégré des professionnels dans tous les cours de comptabilité, gestion d'entreprise. Et ce qui fait que tous les étudiants en supérieur maintenant sont formés à la micro-gestion d'une entreprise à minima pour pas arriver dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, il faut être clair, 90% peut-être va être entrepreneur. Surtout dans la manière dont on travaille actuellement. Et en plus, c'est des métiers qui te poussent vers l'entrepreneuriat facilement. Donc, voilà. Je pense qu'ils sont plus armés quand il y a des professionnels dans l'école. Oui, c'est sûr. Souvent, c'est ce dont on se souvient le plus. Enfin, les quelques interventions qu'on a eues quand on était en DSA, c'est celles qui nous ont le plus marqué, je pense, plus que certains cours. Et du coup, toi, de ton expérience et de ton mémoire, de tout ce que tu avais fait en DSA, il te reste quoi aujourd'hui ? C'est compliqué. Enfin, il te reste quoi ? Qu'est-ce que t'en... Ouais, quels sont les apports ? Comment tu les mesures par rapport à à aujourd'hui ? De l'enseignement que j'ai eu en DSA, c'est vraiment resté, c'est une manière de regarder un peu en méta, regarder de loin les projets et de pouvoir, pas être juste exécutant, mais voilà, pouvoir conceptualiser. C'est le sens du projet. Après, de mon projet de mémoire, malheureusement, c'est pas facile. Encore que mon projet de mémoire, c'était sur l'utilité sociale du graphiste et sur le côté est-ce qu'on peut imaginer un service de graphisme, si je résume, un service de graphisme qui serait un graphiste public au même sens que l'écrivain public et qui va venir bénévolement ou de manière subventionnée aider les gens à produire des éléments visuels de qualité pour toutes les choses du quotidien qui demandent du visuel. D'autant plus que plus ça va et plus notre monde se transforme du mot vers le visuel. Bon, clairement, j'avais testé des choses pendant mémoire que structurellement il est impossible d'en mettre en place quand on est freelance. J'avais créé des soutenances, des points ouverts où les gens pouvaient venir demander une carte de visite, demander une affiche pour leur petit concert, un carton d'invitation pour l'anniversaire de leur enfant. C'était très sympa d'être au contact des gens, de pouvoir découvrir des choses. Tout ça, c'était gratuit. Tu l'avais vraiment du coup fait et tu avais vraiment fait une espèce de permanence. C'est exactement ça, ouais. J'avais fait une permanence dans le village où j'habitais à l'époque, à Beauvais. J'avais une salle à prêter par la mairie avec vue sur ouverture sur la rue et avec une grande vitrine. On avait annoncé ça dans la presse, c'était passé dans la Voix du Nord locale. Et il y avait de la demande ? Ouais, ça n'a pas désempli de l'après-midi, c'était incroyable. Et j'avais fait venir avec moi 2 collègues de la classe. Et donc on avait installé des bureaux comme ça, avec projection de notre écran au mur derrière nous, ce qui faisait que la personne qui était en face de nous, en rendez-vous de création, voyait derrière nous ce qu'on faisait et pouvait valider en cours. L'idée, c'est de passer maximum une demi-heure par création avec impression comprise. Donc c'était assez rapide. Et on s'était créé un ensemble de planches pour que les gens puissent choisir de typos, d'éléments graphiques avec le sens à côté. Cette typo-là, elle va plutôt être officielle, celle-ci va être plutôt enfantine, pour que les gens puissent rapidement choisir en fonction de leur projet avec nous une typo, une forme graphique. Et après, on avait des papiers de couleur, impression noir et blanc. C'était très minimal pour aller vite et pas avoir 12 000 choix. C'était intéressant. Mais du coup, ça, on l'a jamais remis en place. En revanche, cette idée du social, au final, de pouvoir être dans un truc qui va servir la communauté, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, Alex et moi. On fait énormément de hackathons, un peu moins en ce moment parce qu'on a moins de temps. Et on essaie de viser une clientèle qui soit plus dans l'utilité, donc de l'associatif, du culturel, du service aux personnes.
un peu moins du commercial. Par exemple, on s'est toujours mis un bâton sur on veut pas faire de e-commerce. De 1 parce que ça nous plaît pas en termes de valeur, et de 2 parce que techniquement c'est autre chose. Enfin, c'est vraiment c'est un produit à part entière en fait, le e-commerce, et on veut pas rentrer dans ce type de produit là. Voilà. Même si c'était un e-commerce très éthique. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'on s'est mis à un moment donné une barre sur le e-commerce parce que. Faut mettre des limites aussi. Ouais, puis c'est un produit tellement spécifique. Finalement, c'est très balisé comme fonctionnalité. C'est quelque chose, c'est un peu un pack qui est connu, le e-commerce. Oui. Donc il y a plein de structures qui le font très bien. Et comme on fait du sur-mesure, je pense que si on faisait. Faudrait qu'on essaye de voir, de viser, hein, mais si on faisait un e-commerce, on serait 1000 fois plus cher que n'importe qui, parce qu'on a. Enfin, si on doit tout refaire de zéro, quelque chose qui existe déjà en pack, notamment avec des services WordPress affiliés, ça n'a pas d'intérêt. J'ai une petite question qui revient encore plus aux origines que le DSA. Encore plus, c'est à la base, d'où vient ton intérêt pour le design graphique? Qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? Alors déjà, je suis arrivée dans les arts appliqués parce que je me faisais chier en cours. Je me faisais grave chier en cours. Et le seul truc qui m'animait, c'était de dessiner. Je dessinais pas bien. Mais dessiner, faire de l'art plastique, faire des collages, couper des trucs, défoncer le parquet dans ma chambre, utiliser la perceuse, faire des trucs avec mes mains, quoi. Le seul moment où je me sentais vivre, c'était quand c'était le cours d'art plastique, et encore, j'en pouvais plus parce que le seul médium qu'on avait, c'était les feuilles Canson 24-32, et je me sentais tellement limitée dans ce format de merde, pardon, et que, enfin voilà, je me disais, mais on pourrait faire tellement mieux en cours d'art plastique que ça, quoi. Bon, et à un moment donné, j'ai eu une super prof d'art plastique, et elle m'a dit tu devrais faire des arts appliqués, je te vois pas ailleurs, tu dois faire des arts appliqués. Je savais pas ce que c'était, hein. On y parlait à mes parents, on allait visiter les SAT, j'avais un bon dossier, je suis rentrée, et donc j'ai fait tout mon lycée sans trop savoir ce que je voulais faire, mais juste que pour rien au monde je voulais retourner sur une table en amphi, là où étaient mes collègues, quoi, enfin, à faire du français et tout ça, donc j'en avais, hein. Enfin, vous en avez eu aussi, je pense. Quand même, on avait une base. Vous faites des incultes. Ça aide. Et quand il a fallu choisir pourquoi le design graphique plutôt qu'un autre, il y avait 2 trucs. J'avais trop envie de faire plein de choses. Et j'ai l'impression que si j'allais en design textile ou design de mode, j'allais être trop limitée. Que si j'allais en design de produits, j'allais être trop limitée. J'allais faire que des produits. Je voyais moins de diversité. Je me disais, le design graphique, c'est génial. Tu peux faire des posters, des affiches, des cartes de visite, des logos, des sites web. Ça me semblait infini comme univers. Et j'hésitais quand même un peu avec le CV, le design comment on appelle ça? J'ai oublié le nouveau terme. Ouais, événementiel, d'intérieur. Parce qu'ils avaient des perceuses. Voilà, des perceuses, quoi. Bon, j'ai fini par aller en design graphique. Et j'étais pas déçue, même si les perceuses m'ont un petit peu manqué. Mais du coup, j'utilise la perceuse pour moi maintenant. Faire les trous pour les rideaux. J'ai un peu abandonné le truc. J'avoue. Voilà. C'est pour ça aussi que tu fais des boudins. Ouais, c'est pour ça que je fais des oreilles. Bah, c'est parce que. Ouais, pour y percer. Mais en fait, au final, quand t'es dans le milieu du travail, t'as plus trop le temps de faire des choses. J'adorais la sérigraphie. J'adorais. Enfin, en DSA, on avait cette liberté de pouvoir utiliser des millions de matériaux, scanner, photocopier, et après le numériser et arriver à un produit incroyable. Mais avec les temps, les délais que les clients te demandent et les prix, tu peux pas. Tu peux difficilement, en tout cas, partir dans ce genre de complexité et t'éclater autant dans les matériaux. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sérigraphie. Et j'ai besoin, je suis tout le temps sur l'ordinateur et j'avais besoin de retourner à la matière. Étant donné que j'ai toujours détesté la peinture, que j'ai toujours détesté les crayons, et que c'était pour moi un supplice, les cours d'art plat avec tous les matériaux un peu collants comme ça, là. Que mon délire à moi c'était le collage. Et ça a toujours été le collage, du coup je me suis remise au collage. J'ai d'abord fait des affiches classiques, de collage un peu fantastique. Et un jour je me suis dit, putain, il me faudrait des boucles d'oreilles pour telle tenue, j'en ai pas, j'en ai marre de pas trouver, mais je vais la faire. Et donc j'ai commencé à faire des bijoux. Des boucles d'oreilles, parce que c'est ce que j'aimais le plus, puis après des broches, puis après des colliers, parce qu'on m'a demandé de faire des colliers, et tout doucement, j'étends la gamme, j'étends les techniques aussi.
Et tout en papier. Ça, je me suis mis un délire. Je pense que c'est un peu un truc de BSA, ça, de se mettre des contraintes comme ça. Tout en papier. Et alors les gens me disent oui, mais c'est pas pérenne le papier, tu fais tomber dans l'eau, il est fichu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est vendu comme tel. Genre, effectivement, c'est un bijou que si tu le mets dans l'eau, il est fichu. C'est pas une bague en argent. Et ça fait partie de sa spécificité et peut-être de son intérêt, c'est que tu sais qu'il est fragile. Oui, du coup, t'en prends plus soin. Ouais, t'en prends plus soin, tu le mets peut-être moins souvent, un peu plus de manière raisonnée. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien, même si ça pose un vrai frein pour plein de gens. Je trouve ça important que ça reste du papier entièrement. Non mais c'est bien parce que du coup moi je le voyais sous le côté peut-être un peu rabat la joie. Ouais. Oui, enfin je me disais c'est du papier du coup c'est dommage. Mais Ah, d'entendre t'avais ça, aussi cette... je m'étais pas trop posé la question à vrai dire, mais oui je pense que si j'avais envisagé à un moment donné de l'offrir à quelqu'un, je me serais dit oui mais il va pas durer éternellement. je vais lui offrir un bijou éphémère. Mais Oui. en fait non, vu avec ton discours je trouve ça... Ouais, il faudrait que je le vende mieux alors parce que j'ai du mal à faire passer ce discours-là. C'est vrai que quand t'es pas là pour vendre tes créations, le discours il passe mal et c'est pas facile de vendre quelque chose qui est éphémère. Même si c'est dans une dynamique zéro déchet, de réutilisation du papier, minimiser les pertes avec des colles des colles et des vernis qui sont écologiques. Si t'as pas le discours à côté, ça reste un bijou en papier. Tu te dis, mais pourquoi elle a fait ça? Ça va pas du tout, c'est un bijou en papier. C'est un bijou éphémère. C'est ça. Comme un petit papillon. Je pense que je vais revoir ma description sur Facebook. Je fais des bijoux papillons. Et je reviens à Alex et Emmanuel. Vous vous décrivez comme des artisans de l'application. Oui. Pourquoi c'est ce qu'on a mot écrit. artisan? Qu'est-ce qui est artisan, Ah là là. artisanal? Artisan de l'application. Grosse session de brainstorming aussi. Ouais, c'est ça. Grosse session de brainstorming. On est en train de revoir notre copie. On se demande si artisan, ça a été choisi parce que, en fait, on voulait se mettre un peu à l'opposé des SS2I qui font du grand rendement et qui font de l'express. T'as un besoin, on te répond à ton besoin en te plaçant des gens et on fait ton produit. Nous, on se disait, on veut pas faire du produit en série, on veut pas faire du e-commerce, parce que concrètement, c'est vendre la même chose, mais juste en changeant la façade. On veut faire du produit sur mesure. On s'est dit, qui mieux que les artisans, avec tout le gage de qualité qu'est un artisan, pour te vendre un produit sur mesure. Quand tu veux un meuble sur mesure, tu vas pas voir Ikea, tu vas voir un artisan. Tu vas voir un menuisier. Et voilà, d'où le mot artisan de l'application mobile. C'est comme ça que ça arrivait. C'est une grosse séance de brainstorming aussi. C'est vraiment... On a beaucoup brainstormé depuis. Non mais c'est beau. C'est beau comme mot. Enfin, je trouve ça valorise tout de suite le travail. C'est pas juste, en effet... ça ne positionne pas juste comme des magiciens. C'est ça. Ça sort... c'est inné. Ça sort comme ça. La création sort directement de mes doigts. Ce serait beau. Ouais. Et j'essaie d'expliquer aux clients que si ça sort très vite maintenant et que si on est très rapide, c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'années d'expérience et que du coup ça vaut plus cher. Oui. Donc c'est compliqué, c'est un ratio temps à un nombre d'heures, mais au final, moins tu mets de temps, plus ton coût par heure augmente parce que tu gagnes en expérience, t'es plus rapide, tu trouves plus facilement l'idée, t'es plus efficace, tu t'embrouilles moins avec tes mains, quoi. Enfin, donc forcément tu deviens plus cher. Et finalement, le produit reste au même prix, entre guillemets. Ça, c'est pas facile à faire comprendre. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des petites plaquettes alors, les petites ardoises qu'on a vues tout à l'heure? Les petites ardoises. Les petites ardoises, c'est des outils pédagogiques qu'on a créés parce qu'il nous fallait un outil pour pouvoir animer nos ateliers pédagogiques en cours et aussi nos ateliers design thinking avec les clients pour pouvoir faire les wireframes avec les utilisateurs de leur projet d'application mobile. Alors wireframe. Wireframe, les maquettes filaires. Donc c'est la maquette sans les couleurs, sans les choix typographiques. Okay. C'est vraiment le placement des choses. Les boutons, là il y aura un menu, là il y aura une image.
C'est après la structure. Ça peut être de la structure si Ouais. tu veux. Ouais. C'est les fondations de ta maison, les briques, les poutres. D'accord. Ouais. Les poutres, c'est bien les poutres. Donc a priori sans le travail du design. Exactement, sans le travail design. C'est avec le travail de l'architecte UX, si on le dit en français. Et du coup, on s'est dit qu'il nous fallait un support qui soit effaçable, quelque chose autour duquel on peut se mettre ensemble autour d'une table. Parce qu'on a déjà fait plein de hackathons, on a fait des ateliers dans lesquels on est animateur ou coach, et en fait on s'est rendu compte que si on laisse le prototypage dans l'ordinateur, finalement le prototypage reste dans les mains de l'expert. Et donc tu as tous les usagers derrière toi, derrière ton ordinateur, et tu leur dis je le mets là le bouton, non, un peu plus à gauche, et au final ça reste l'expert qui fait. Alors que si tu transformes l'outil pour le simplifier et que tu donnes des bases aux usagers, donc par exemple on est en train de concevoir pour aller avec la tablette effaçable, on est en train de concevoir des règles comme les règles d'architecte dans lesquelles il y aurait des formes prédessinées de boutons, d'icônes, de manière à ce que du coup les usagers maintenant ils ont des marqueurs Velleda, ils ont des tablettes effaçables, donc c'est un énorme téléphone x3 entièrement effaçable et en bois, et avec ces petites règles et leurs crayons, en équipe, ensemble, ils peuvent réfléchir, effacer, recommencer. Et c'est un support excellent parce qu'il se tient bien dans les mains, il se passe sur les tables, et ça sort vraiment du coup l'expertise de l'ordinateur. Ce qui n'empêche pas que derrière il faut un vrai travail d'expert pour reprendre ça et vérifier que les intentions peuvent bien passer à l'ordinateur. Mais ça permet au moins de travailler en équipe et de décloisonner des choses. Et ça, vous l'avez testé avec du coup des Oui. utilisateurs et ça marche Ouais, bien ouais. Ah, les tablettes ont fait leur première apparition dans un atelier à Tourcoing de co-création d'un service numérique en participation avec la mairie de Tourcoing, la mairie de Roubaix et la mairie de Marc-en-Barœul. Et c'était incroyable, c'était génial. Chaque équipe en avait 2 avec tout autant de marqueurs, et on a fait tout un jeu où au début ils étaient par 4, ils devaient concevoir l'écran de l'application mobile. Après ils devaient se regrouper ensemble, donc 4 et 4, et garder le meilleur des 2. Donc ils devaient effacer une des 2 tablettes et remplacer et refaire le meilleur des 2 solutions. Après de 8 ils sont passés à 8 et 8, donc à 16, enfin ainsi de suite. Et à la fin, donc t'avais le groupe, t'avais un peu 2 teams, parce qu'ils s'étaient quand même bien soudés, et ils présentaient leurs tablettes comme ça, là, dans leurs mains, à l'autre équipe en face. On aurait dit une battle de tablettes, c'était vachement drôle. Il y a des photos qui sont assez géniales. Et donc ils présentent leurs tablettes dans leurs bras comme ça, en disant bah regardez, sur nous on a fait ça. Et au final, ça a permis en 45 minutes d'avoir le premier écran de l'application mobile qu'ils avaient conçu, dont ils avaient conçu les fonctionnalités dans un atelier précédent. Et ça, donc voilà, ils avaient leur premier écran. Et après, sur le reste de l'atelier, ils ont décliné par petits groupes tous les écrans suivants, grâce aux tablettes toujours. C'est super. Ouais, c'est très très intéressant comme outil. Ouais. Bah, et puis du coup, pour un outil collaboratif génial de conception. Quoi. Mais est-ce que les 2 équipes à la fin, elles avaient un résultat similaire ou pas? Très proche. Ah oui. Ouais, il y avait les fonctionnalités avaient été définies en amont, donc il y avait quand même des prises de liberté des groupes par rapport aux fonctionnalités initiales, mais on retrouvait les mêmes choses, Quoi, la mais forme vient de la fonction. différentes. Ouais, il y avait quand même quelque chose de très similaire. Je pense que là, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je dois tout scanner et voir ce que je vais en faire, comment je vais traiter la donnée. Mais il n'y a pas une grande différence entre les 2 équipes. Tu sens que c'est logique, ça arrive au bout d'un moment donné à ce qu'il faut, quoi, à l'essentiel. Non, ici, ils ont quand même un défaut des usagers, ils mettent tout. Il y en a des 2, il y a trop de fonctions sur l'écran principal, il y a tout un tas de boutons, t'as l'affichage de la langue dans le coin, bouton panique, il y a plein de choses. Mais au final, ça reste le même cœur d'œuvre d'application. On retrouve les mêmes choses. C'est cool. C'est bien d'en arriver à ce genre de constat aussi. Et du coup, vous travaillez pour qui? Parce qu'on voit pas trop sur le site, je crois. On voit pas trop, non. Non. On voit pas trop parce qu'on n'a pas trop le temps. C'est le cordonnier les plus mal chaussés, donc on a très peu de temps pour travailler sur notre site internet. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé avec la BGE Hauts-de-France.
qui a redéployé maintenant l'application sur l'ensemble du territoire. On travaille avec la mairie, donc pour le projet live, la mairie de Tourcoing, Roubaix et Marc-en-Barœul. Je suis très nulle pour faire ça. Alors, on a travaillé en tant que coach sur le hackathon Azimuton, qui était très, très spécial. Justement, un hackathon pas comme les autres, c'était le sous-titre. Il était effectivement pas comme les autres. C'était intéressant. Les usagers étaient vraiment partie prenante du projet. Et c'était un hackathon au milieu d'un long projet, en fait. C'était pas un hackathon où les gens ne se connaissent pas, mais vraiment un hackathon où des gens qui se connaissent, qui travaillent sur des mêmes projets depuis longtemps, viennent mettre un coup de boost dans leur projet grâce à des professionnels et des usagers extérieurs. D'accord. Donc très très différent. Et je vais m'arrêter là parce que je vais tourner en rond. D'accord. Non, je réfléchis, il y en doit en avoir d'autres parce que forcément... Ah si, bah oui. On travaille avec les éclaireurs de France sur leur site internet, refonte entière du site internet qui aujourd'hui avait des messages brouillés sur c'est quoi le cœur de l'action de cette association. Et on travaille en parallèle avec eux à la création de leur première application mobile qui serait un outil dans la poche, on va dire, un outil dans la poche des cadres pour faire de l'information montante et descendante entre les différents membres de l'association adhérents. D'accord, donc une application interne. Ouais, une application plutôt interne de communication. Donc qui va forcément fonctionner, puisque les gens Oui. vont en avoir besoin. C'est ça, les gens vont la télécharger parce qu'ils sont adhérents déjà et qu'ils vont recevoir de l'information intéressante pour eux, qualifiée, enfin, c'est d'adhérent à adhérente, quoi, donc vraiment. D'accord. Et vous avez des projets de perso à côté Oui. Alors on ne sait pas comment le prononcer. Vélileur, Vélilé, Vélileur. Vélileur. Ok. Vélileur. Oui, Vélileur, c'est... comment on est arrivé là à Lille, il y a un service qui s'appelle Vélil, qui est le Vélib de Lille. Et à un moment donné, Vélil avait sa propre application développée par Lamel, Transpol, les acteurs qui mettent en place les vélos. Et a été fait le choix à un moment donné de fusionner cette application avec l'application majeure Transpol. Ce qui fait que pour faire mieux, au final, les usagers du Vélil ont perdu la rapidité d'accès à leurs services, la perte d'informations. Et il existait d'autres services parallèles créés par d'autres personnes qui permettaient de trouver ton vélo et de retrouver une place pour mettre ton vélo. Mais à vue de nez, comme ça, à les regarder, c'était des services qui étaient développés par des développeurs, parce qu'ils ont cette compétence pour pouvoir le faire. Donc ils font des choses, mais pas avec un designer. Et clairement pas réfléchi en fonction du besoin utilisateur. Donc ça fonctionnait, il y a des tas de gens qui s'en servaient, comme nous, mais il y avait quand même des petits trucs qui étaient énervants, des choses où on se disait ça pourrait être tellement mieux, s'il y avait cette fonctionnalité, ce serait tellement bien. Mais ça demandait du travail de conception, d'écran et tout ça. Donc on s'est dit, vas-y, go, on fait ça, on a un peu de temps là, on va lancer une application pour gérer ton Vélil. Et notre objectif, on a fait des interviews d'utilisateurs, d'usagers autour de nous. Et on a, depuis le début, en fait, c'est notre projet laboratoire, projet pilote, qui nous sert à travailler avec les utilisateurs. Donc on a une communauté d'utilisateurs assez large qui nous permet de faire des tests AB pour tester différents patterns de design ou d'interface. Ça nous permet de tester des technologies aussi, parce que quand une nouvelle technologie arrive, on peut la mettre directement sur Vélileur, parce que si ça crache, c'est pas grave, c'est un produit de service gratuit, alors qu'on peut pas faire cracher un produit de client, c'est pas possible. Et ça, ils ont pas voulu éventuellement vous racheter Alors c'est un peu compliqué, on a travaillé sur un appel d'offres avec Keolis, donc le gérant de tout ça. Effectivement, si on avait gagné l'appel d'offres, notre projet Vélileur aurait été intégré au projet de construction de leur application mobile. Étant donné qu'on n'a pas gagné cet appel d'offres, on peut tout à fait maintenant réenvisager d'aller les revoir et de leur dire est-ce que vous voulez nous le racheter. Mais au final, ça nous va pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de charge forte sur les serveurs, on est heureux de le garder en libre et en open, parce que ça permet à tout le monde de contribuer, ça permet à... Enfin, on a une petite communauté de développeurs aussi qui contribuent.
Et je suis pas sûre que si c'était racheté par une grosse société, ils garderaient la même intention, la même envie d'écouter les retours utilisateurs. Le plus gros bouton dans notre application, c'est un problème, un besoin, une nouvelle fonctionnalité, aidez-nous, donnez votre avis. Et on a des avis toutes les semaines, on a plusieurs messages de personnes qui nous demandent une fonctionnalité. Ah, j'aimerais bien avoir une notification au bout de 30 minutes, parce qu'au bout de 30 minutes, ça commence à être payant. Ou ah, j'aimerais bien avoir un espace pour pouvoir sauvegarder mon cadenas, mon code de cadenas. Et donc au fur et à mesure, on implémente les besoins des utilisateurs pour faire une application toujours plus simple. C'est super. Puis au final, elle nous sert parce que Keolis nous a contactés parce qu'on avait fait Veilleur. On entend parler de nous parce qu'on fait Veilleur. On est en relation directement avec la mail parce qu'on fait Veilleur. Donc c'est aussi pas mal de liens institutionnels ou avec des grands comptes qu'on a créés parce qu'on a ce projet-là et que les gens en entendent parler. La visibilité. Et est-ce que l'île des Aravis, tu dirais que c'est un endroit privilégié pour faire du design? Ouais, carrément. Carrément. C'est, comment ils appellent ça? La Silicon Valley du Nord, ou je sais pas quoi. Qui dit ça? Je sais pas, mais si, les commerciaux ils disent ça, je suis sur les marketeurs. Pour parler de Roubaix, pas de Lille, hein, mais de Roubaix et tous les espaces autour de la plaine. Il y a un vrai dynamisme ici. C'est pas Paris, mais je pense que clairement, pour parler de numérique, on est bien placé. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'aides. Et il y a des lieux très vivants comme la Pleine Image ou l'Imaginarium et Ratechnologie qui sont des fourmilières de start-up et de gens potentiellement qui vont être tes partenaires, tes clients, tes collègues. C'est vachement enrichissant, je pense, comme énergie. Il y a une belle énergie. Et là maintenant, l'île a remporté, c'est la capitale européenne, mondiale, je sais plus. Tout à fait, Ça ouais. va être fou ça. Capitale du Capitale design. mondiale, hein. Capitale mondiale du Ouais, je design. me demande si c'est pas capitale mondiale. Et il y avait écrit 2020 aussi, Oui. donc ce serait pendant une année. C'était une fausse question parce qu'on sait bien que l'île est très privilégiée pour tout ça. Et du coup, on est très curieuse de voir son objet surprise. Ah oui, moi, mon objet je voulais poser surprise. une question aussi. Ah, bah, vas-y. Comment est-ce que tu as donné suite, enfin, où ça en est ton projet d'application que tu avais développé d'outils, d'applications que tu avais développé pour ta grand-mère? Ah ouais, ah oui. Ah, c'est un peu triste la réponse. Ma grand-mère a en ce moment le cadre photo le plus cher du monde, clairement. Je sais pas, enfin je pense qu'il y a une erreur dans le besoin. Elle a besoin de voir sa famille, elle a besoin de les appeler, mais elle ne fait jamais le premier pas pour utiliser Skype. À chaque fois que je vais la voir, je lui dis: t'as utilisé l'application, la tablette, t'as appelé des gens? Non, j'ai pas reçu de coup de téléphone. Oui, mais toi, tu as appelé des gens? Non. Et donc je regarde. C'est un problème de design en fait. Oui, voilà, je regarde à chaque fois Skype est vide, enfin il n'y a pas d'appel, il se passe rien. Les gens qui avaient l'habitude de l'appeler sur son téléphone n'ont pas changé leurs habitudes et continuent de l'appeler sur son téléphone. Et alors c'est pas nul au final, puisque il y a une super plus-value, c'est qu'aujourd'hui toute la famille s'est mise à lui partager des photos sur sa tablette. Donc sa tablette est entièrement à jour de photos, elle reçoit plein de photos toutes les semaines. Elle les regarde. Et elle les regarde puisque les photos sont automatiquement mises en défilement automatique en fond d'écran, enfin en écran de veille. C'est pour ça que je dis c'est le cadre photo le plus cher du monde. Enfin, c'est à peu près tout ce qu'elle fait. Il y avait d'autres besoins qu'elle avait identifiés comme j'ai besoin d'un dictionnaire mais je sais pas porter le dictionnaire. Elle regarde, ma petite fille elle m'a amené ça mais je sais pas le porter, regarde. Oui effectivement c'est trop lourd et c'est un énorme dictionnaire. Je lui avais installé une application de dictionnaire simple avec un petit moteur de recherche pour mettre ton mot, mais ça implique de savoir utiliser un moteur de recherche, même s'il est simple, de devoir taper un mot, et ensuite de comprendre comment t'en sors, que tu reviens en arrière. Et j'ai eu beau le faire 4 fois avec elle, sa capacité d'apprentissage est plus suffisante pour pouvoir faire ce genre d'application. Donc concrètement, si c'est pas avec quelqu'un, ça fait pas. Donc c'est des plus et des moins. Oui, mais c'est peut-être effectivement parce qu'elle a plus tellement envie de changer ses habitudes aussi, quoi. Ah mais clairement, ouais. Non, mais je pense qu'il y a un vrai problème, il y a une question aussi d'habitude. Enfin, on a mis un téléphone très simple dans les mains de ma grand-mère il n'y a pas beaucoup de temps. Et on a l'impression de redécouvrir une petite fille.
à qui on donnerait un jouet parce que vraiment elle nous envoie des trucs, j'aurais jamais cru que ma grand-mère Ah oui. nous écrirait ce genre de choses, mais je pense que clairement c'est parce qu'elle a... Elle écrit des SMS. Ouais, elle écrit des SMS où il y a des fautes, des fois elle nous envoie des messages vides, c'est très drôle. Elle fait beaucoup de choses, elle expérimente beaucoup de choses avec son téléphone, elle est très fière de nous montrer les photos des derniers arrière-petits-enfants qui sont tout pixelisés, enfin avec son téléphone qui est d'une très basse qualité, mais du coup ça répond à, je pense, à un besoin qu'elle avait. De se reconnecter Et à sa de famille. vraiment enfin elle communiquait déjà pas mal par téléphone, mais en fait ça l'a juste déplacé, ça l'a rendu plus joignable. Oui. Elle est dans son jardin quand elle... Puis il faut dire que nous Ouais, tous c'est vrai. aussi, on est moins téléphone qu'avant. Et Oui. quand je sens quand elle m'appelle, à chaque fois, elle me demande est-ce que je te dérange, parce que pour elle, c'est d'appeler quelqu'un sur son téléphone portable. Elle est bien consciente que c'est différent et que c'est engageant tout de suite quand tu réponds. Alors que quand on envoie un SMS, beaucoup moins. C'est quelque chose que tu peux voir et revoir après et revenir quand t'as le temps. Bon, voilà, c'est des choses, je pense, à recreuser et à voir si peut-être qu'il faut réduire l'objet à un cadre photo et se dire que c'est très bien et que c'est déjà un problème résolu avec cette solution qui est peut-être un peu trop grosse par rapport à la cible. Ou à ma cible. Peut-être aussi élargir la cible justement aussi. Ouais. Parce que du coup finalement t'as fait un test utilisateur très restreint. Très restreint, ouais. Oui. Bon, après, c'était l'idée aussi. Moi, j'avais un problème à résoudre. Quand je l'ai fait, je savais pas si ça allait pouvoir servir à d'autres personnes. Toute la démarche de paramétrage de la tablette, elle est en open source sur Medium. Après, je pense pas qu'il y ait un produit à commercialiser ou à vendre, parce que tous les outils que j'ai utilisés pour mamie-proofer ma tablette sont tout à fait accessibles à tout le monde et il n'y a pas un développement spécifique. Même s'il y en a d'autres qui ont fait ça, des développements spécifiques. Moi, je suis pas développeuse et Alexandre, pour le coup, est très peu intervenu dans ce projet. Donc, j'ai fait avec mes compétences. De pas développeuse. Donc, Voilà, et ça. cet objet surprise. Alors, c'est une belle pochette de cuir. C'est inscrit Polaroid. Et dans laquelle il y a un des tout premiers Polaroid, la version luxe. La version luxe. Waouh. Alors, c'est un Polaroid qui s'ouvre avec un clapet, un soufflet. Et je vais essayer de le clipper. Il a un peu vécu. Il appartenait à mon grand-père. Mon grand-père, c'était un grand fan de nouvelles technologies, mais bon, il y a longtemps, dans les années 50, 60. Il était hyper fier d'avoir la première télécouleur, ce genre de choses dans sa maison. Et quand Polaroid a sorti ses premiers Polaroid transportables, il s'est offert cet objet qui devait coûter cher, je pense, à l'époque. Enfin, ça devait être quelque chose de pas très abordable. Et il l'a légué à mon père, qui lui-même me l'a légué en tant qu'artiste de la famille. Et c'est un objet que j'ai malheureusement dont j'ai dû casser un petit bout à l'intérieur et pour pouvoir re-rentrer des Polaroids d'aujourd'hui, en fait. Donc du coup, je peux encore faire des photos avec. Trop mignon. Avec les cartouches classiques Polaroid, ouais. Ça donne aux photos, par contre elles sont vraiment dégueulasses, elles sont toutes jaunes. Jaune orangé, c'est un petit dégradé très sympa. C'est trop bien. Ouais, c'est le Polaroid de voyage. Puis il y a le soufflet à l'arrière qui s'ouvre. Voilà. Ici, la taille clapée. Tu t'es initié un peu à la photo à travers ouais, avant ça, j'en ai eu d'autres qui n'étaient pas des Polaroids, mais cet objet, à un moment donné, quand j'étais dans ma grosse phase recherche, expérimentation, il m'a pas mal servi, ouais. Après, au prix de la photo, ça calme un peu vite. Mais il y a des petits moments que j'ai immortalisés comme ça en Pola. En fait, j'en avais jamais vu. Oui, et puis du coup, il y a la lentille qui se lève en haut, là, l'espace pour regarder dedans. Enfin, c'est assez technique au final. Ça m'impressionne. J'ai l'impression que c'est comme la découpe laser. C'est carrément mieux qu'une découpe laser. Non, mais Camille a elle est impressionnée, je pense, dans le sens où ça l'impressionne, mais elle préfère pas y toucher. Tout ce qui est trop technique. En fait, récemment, j'ai eu un problème avec ma machine à laver. Et du coup, voilà, bref, j'ai eu des messages d'erreur et tout ça. Et en fait, je me suis vraiment fait la réflexion que pour moi, il faudrait que tous les objets soient transparents. Parce que en fait, j'ai l'impression que c'est relié à des trucs que je comprends pas.
Ouais. Et bon, du coup, en fait, qui sont hyper. Enfin, qui du coup sont. Vu qu'ils sont tous coffrés, et globalement, tout est coffré. Ton micro-ondes, ta machine à laver, tout. Et même finalement. Heureusement. Non. Mais non, parce que. Enfin, oui, non. moi, et du coup, on a fait. Pour un projet, on a fait de la découpe laser aussi. Et genre, à un moment donné, il y a un élément qui a été. Qui a été aspiré par la soufflerie et du coup qui s'est pareil mis dans la structure interne de la machine. J'étais en gros stress en mode je voyais le truc qui était passé dans les méandres de la machine. Très grosse panique. Le truc était juste à côté, tu vois. On a ouvert et là on a vu Camille se recomposer. Ah en fait ça c'était propre. pas si loin. Je pense qu'elle imaginait un circuit infernal de choses dans tous les sens alors que c'était juste 2-3 fils qui se promenaient. Donc je pense que je serais une très mauvaise designer. Mais c'est vrai, ça rejoint Pierre Damien Huy qui dit qu'il faut faire des choses réparables, visibles, tu vois, pour qu'on puisse les réparer. Il faudrait faire des objets qui... On voit comment ça se passe à l'intérieur. Ouais. Peut-être qu'on créerait des profils super intéressants dès l'enfance de personnes qui voudraient devenir ingénieurs ou comprendre comment ça marche, des makers. Ouais, c'est clair. Je vois mon père, la manière dont il est devenu son métier d'aujourd'hui. Quand il était jeune, il passait sa vie à démonter tout, quoi. Enfin, les moindres magnétoscopes de sa maison, il est passé, quoi. Ses parents, ils devenaient fous à un moment donné. Et dans son atelier de garçon, il avait des boîtes et des caisses de microprocesseurs électroniques, des machins, des trucs démontés qu'il savait plus remonter. Enfin, ton amour des perceuses ne vient pas de... Non, c'est mon père qui me l'a donné, cet amour des perceuses. C'est mon père aussi qui nous a aidé à faire les applications effaçables avec ses machines. Donc nous on a fait tous les schémas et à quoi on voulait que ça ressemble, quelle taille, on a choisi les matériaux et puis pour toute la partie construction c'est lui qui nous a mis les mains dans la scierie, je sais pas comment. Dans la scie. En tout cas, il nous a montré comment faire, quoi. Il nous a pris par la main, on va dire plutôt comme ça. Non, mais du coup, toute la partie pédagogie, ça a l'air de tenir vachement à cœur. Entre les cours, les outils. Il y a d'autres outils comme ça que vous voulez faire ou... Est-ce qu'il y en a d'autres outils qu'on veut faire a priori, non, mais on a toujours des choses dans notre laboratoire d'idées. On a un tableau entier sur Trello, c'est notre laboratoire d'idées, on a tellement d'idées dessus. Il y a des petits trucs que je vous ai pas dit, par exemple, pour la nouvelle année, on va lancer un concours pour offrir une application mobile à une association. Et donc ça rejoint un peu le graphisme utilité publique, mais voilà, sans être vraiment à 100%. L'idée, c'est de pouvoir donner du temps et des compétences. C'est quand même un mécénat de compétences au final. Pouvoir offrir quelque chose à des gens qui œuvrent pour le bien commun, ça nous semble important. Mais du coup, selon les critères de est-ce que c'est pertinent que vous ayez une... Ouais, on va écrire les critères. Ouais. Effectivement, il y aura des choses comme le bien fondé de l'application, l'intérêt pour les usagers, le service que ça rend à la société. Parce que si une asso contacte pour faire une application pour lister ses adhérents, effectivement, ça n'aura pas trop d'intérêt. Il faut que ça ait du sens pour le projet, effectivement. Après, on verra, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est la première fois qu'on le fait. On a vu une société qui avait fait ça une fois pour du site web. On s'est dit, mon Dieu, mais c'est génial comme idée. On veut être en mesure de pouvoir donner ça. Là, pour notre deuxième année, notre anniversaire de 2 ans, on se dit que c'est le moment idéal. 2 ans ? Ouais, on va bientôt avoir 2 ans. Ouais. On est tout petits. Des petits mais déjà, maternels. Beaucoup de projets. Et du coup... à l'ESAT, il y a un projet qu'on a mené et qu'on a clos là, juste avant, hier, qui découle complètement du projet que j'avais fait avec ma grand-mère. Parce que du coup, on s'est trouvé un peu une appétence pour ce genre de sujet avec les seniors et on s'est mis à se questionner sur la silver economy, c'est les nouvelles économies qui monétisent les services rendus aux personnes âgées. Et on cherchait un sujet pour les DSA de conception d'applications mobiles dans laquelle ils seraient à 10 000 lieues d'être l'usager, pour les forcer à aller faire des interviews utilisateurs. Parce que si la cible était 25-35 ans citadins, ils se seraient trop identifiés et on aurait perdu leur objectivité designer.
Et donc on voulait les forcer à se mettre dans le défi. Et donc on a choisi une cible senior. Et donc on a imaginé un concept d'application mobile, d'application de tablette, qui permettent d'échanger des petits services entre seniors esselés et citadins actifs débordés. Voilà, le concept un petit peu, ça existe. Tu connais les talents d'Alphonse ? Oui, il y a celui-là, il y a Bebop, il y en a plusieurs. Donc voilà, ça les a obligés à faire de la veille, à faire des interviews d'utilisateurs, à aller rencontrer des personnes âgées, leurs grands-parents, et de se forcer à se mettre dans la tête de demander à ces gens c'était quoi leur rapport au numérique, aux tablettes, aux smartphones, à se forcer à voir quelles étaient leurs difficultés physiques inhérentes à leur vieillesse, à revoir les questions de contraste, les questions de couleur par rapport au fait que leur vue jaunit, et à la taille des doigts, la capacité motrice, c'était vraiment un projet hyper intéressant. Et donc là, ils ont rendu leur projet hier. On a fait un jury avec des professionnels, des collègues à nous. Ah, c'est ça. Ouais, c'était très intéressant. On avait invité des freelances en développement, une société, le patron d'une société qui est spécialisée dans l'ergonomie et l'expérience utilisateur, et la chef technique, donc la CTO d'une société spécialisée dans la fraude bancaire, dans les services, et enfin une personne de la MEL, donc de la métropole de Lille, qui est chargée de toutes les questions d'usage numérique, pour pas que sa mission, c'est de faire en sorte que les usages, les choses numériques créées soient des vraies réponses à des besoins et pas juste des outils numériques qui ne sont pas utilisés. Voilà, une belle équipe. Les DSA ont un petit peu souffert. Il y en a qui tiraient une grise mine quand même. Mais elles ont fait des beaux projets, très beaux projets. On était très, très contents de leur travail. Et du coup, peut-être une question un peu bateau, mais toi, ton rapport au numérique et à la technologie et à ton smartphone, tout ça. C'est un outil. C'est un outil, je l'oublie environ 50% du temps sur son chargeur dans ma chambre. Difficilement, je peux pas m'en passer quand je suis avec les clients en rendez-vous, il y a tout dedans, tout est connecté. Mais j'ai pas du tout d'affinité à mon smartphone. Là, dans les 2 derniers mois, j'en ai cassé un, j'en ai racheté un d'occasion, je l'ai réparé avec mon petit frère. Du coup, tout a changé en termes de préhension dans la main, parce qu'après, à l'intérieur, en final, tout revient exactement pareil d'un téléphone à l'autre. Donc, finalement, on en a racheté un nouveau avec la société, et donc là, c'est mon 3e en 6 semaines. Concrètement, j'ai pas de lien à mes outils numériques. Pour moi, c'est des outils. Et du coup, ils doivent rendre un service. service. Énormément des outils. Ouais, T'es sur Trello. Mon téléphone, beaucoup moins. C'est vraiment quand je suis en déplacement. Donc, c'est pour ça que je l'oublie souvent. Et sinon, ouais, en termes de structuration pour l'ordinateur, on travaille beaucoup en ligne. On a des backups en ligne, on a des backups hors ligne. On travaille, toute notre méthodologie de projet, elle se fait dans Trello, connectée avec du Google Drive, avec du Slack, avec du Dropbox, selon la pertinence. Vous avez un serveur aussi en ligne, comment ? Ouais, on a aussi un serveur pour nous, on a GitHub pour tous nos projets open source et pour les projets privés clients. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, après, le reste, c'est beaucoup de communication. On a un Facebook, un Twitter, même si on n'est pas hyper actif. C'est pas notre... Il nous faut un stagiaire en communication bien rémunéré. C'est dans nos valeurs de société, ça. Si on prend des salariés et des stagiaires, ils sont payés au juste titre de leur travail, quoi. On ne veut pas être des exploitants, des gens qui travaillent. Ah oui, c'est ça. Et par exemple, nos téléphones, c'est des téléphones réparables. Ça, c'est une des conditions. C'est quoi, c'est des Fairphone ? Non, c'est pas des Fairphone, parce que le Fairphone est absolument inabordable en termes de prix pratiqués. Non, alors celui-là, c'est un LG G5, quelque chose comme ça, je pense. Il y avait un autre, on a fait toute une étude de marché sur la capacité à réparer l'écran, par exemple, qui est quelque chose qui s'abîme vite, ou la batterie. Donc celui-là, l'écran se répare assez vite et la batterie se retire. Après, il y a vraiment des téléphones qui sont bridés pour ne rien pouvoir changer, quoi. Tout est collé, les iPhones, tout est collé.
quand on choisit un téléphone, notre politique c'est d'occasion, reconditionné. Enfin, évitons de refaire de la matière recycler à nouveau. Réparable. Donc, c'est-à-dire qu'on doit au moins pouvoir réparer l'écran et changer la batterie, c'est le minimum qu'on s'était donné en termes de choix de matériaux, quoi. C'est pas valable pour nos ordinateurs parce qu'on travaille sur du Mac tous les deux, mais ça c'est un choix. Ah oui, justement. Pourquoi ce choix? C'est un choix de performance, hein, enfin, clairement. Et de fiabilité, enfin pas de mauvaise surprise aussi. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choix à côté, là tu te dis j'achète. Tu sais ce que t'achètes. Bon. Tu sais ce que t'achètes. Bah, après on verra si ça a re-questionné. Après, hein, des fois on s'habitue à un choix et on questionne plus nos choix. Et ça c'est la mort. Pas questionner ses choix. Et du coup justement, est-ce que tu bosses avec les logiciels libres ou tu bosses toujours sur la suite Adobe? Eh ben, j'ai vachement switché récemment. Je bossais entièrement sur Adobe avant. Enfin, j'ai été formée sur Adobe. De plus en plus souvent, je me retrouve à bosser sur Sketch. Même pour des projets que j'aurais naturellement fait sur Illustrator, maintenant je passe sur Sketch. Même pour faire, par exemple, une image qui va me servir rapidement dans une présentation client, je vais plus dans Illustrator, je vais dans Sketch très rapidement. Et Sketch plus tous les outils de open source de plugins, ça c'est... Et alors des outils open source, pas tant que ça. On travaille beaucoup avec des outils récents ou de petites entreprises. Enfin, on teste beaucoup des services. On a abonné un nombre de services incroyable. Des fois, il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on regarde parce que ça monte tous les mois. On travaille par exemple avec Zeppelin, qui est un petit outil qui permet de connecter InVision et Sketch très rapidement. InVision, c'est un outil assez gros de prototypage interactif. C'est-à-dire que tu lui donnes à manger des designs au format que tu veux, Photoshop, Illustrator, PNG, PDF, Sketch. Et dessus, tu peux faire du cliquable. D'accord. Et de l'interactif, avec tous les mouvements qui existent sur un le téléphone. code en même temps? Non, c'est juste du prototype interactif. Ouais. Et ce petit logiciel Zeppelin permet de faire directement... tu fais directement ton prototype dans ton... non, Zeppelin, j'ai des bêtises, c'est l'autre, c'est Craft. Zeppelin te permet de communiquer avec ton développeur. C'est un des outils passerelles qu'on a entre Alexandre et moi, c'est-à-dire que je fais mon design dans Sketch et lui il reçoit sur son ordinateur le fichier avec l'ensemble des éléments exportables, des images, les logos, ce genre de choses, et l'ensemble des codes couleurs, l'ensemble des spécificités CSS. Et c'est un gain de temps pour lui de ne pas devoir tout mesurer avec sa petite règle. Voilà, il sait combien de pixels fait ce bouton, il sait quelle couleur il est, il sait quelles sont ses ombres portées, il a juste à copier-coller. Et c'est un gros gain de temps pour l'intégration front. Les mots. Ça va, on a un peu rodé avec... Il y a un outil, à force de côtoyer les développeurs, il y a un outil qui manque cruellement aux designers, c'est GitHub. C'est un outil qui permet de travailler au final à plusieurs en faisant des ajouts sur un document initial en fait. Et de pouvoir travailler tous ensemble sur un document, sur le même document mais chacun de son côté. Et quand on l'ajoute, le GitHub des designers, qui serait un outil, met à jour le document global en ajoutant les trucs qui ont été ajoutés et en retirant les trucs qui ont été retirés. De manière à pouvoir incrémenter comme ça et travailler en équipe sur le même document avec les mêmes spécifications et les mêmes couleurs. Et ça, clairement, c'est un outil qu'on n'a pas aujourd'hui. Travailler en collaboratif, en équipe de design, c'est très compliqué. Après, je suis en train d'imaginer ce que ça pourrait donner. Je vois quand on se file son... Après, c'est parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Et quand on se file un fichier, parfois on se dit « Ah, mais c'est vrai que toi, tu travailles comme ça. » On est perdu sur le document de l'autre parce qu'on structure différemment. Et on est perdu parce qu'on n'a pas de code. Les développeurs, typiquement, ils ont ils ont des manières, des codes, des théories dans la manière d'écrire leur code. Et ils écrivent du code commenté, et avec différentes structures qui existent et qui sont normées un peu. Alors tu peux faire du code dégueulasse, mais c'est quand même hyper mal vu, surtout quand tu travailles en équipe. L'équipe entière se fixe sur une normalisation du code,
Et ça, on sait très peu faire en design parce qu'on n'a pas été formé à travailler en équipe et travailler avec une normalisation de la manière dont on traite nos documents. Donc, typiquement, quand je vois des blagues qui passent sur la manière dont les designers renomment leur fichier final.1, final, la finale vraiment, ça c'est la finale. C'est vrai, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas incrémenter et renommer nos fichiers correctement. Il n'y a qu'à voir le nombre de fichiers existants pour un seul fichier. Oui, après c'est normal de faire des backups et tout ça, mais il y en a un problème là-dessus. Pour le coup, travailler avec un développeur, ça m'a vachement aidé parce qu'on a des documents, des dossiers communs et que Alex il pétait des câbles, quoi. Il me disait mais j'en ai ras-le-bol, quand je cherche une image, quand je cherche un export pour tel fichier, pour tel projet, je suis incapable. Il y en a 4, elles s'appellent tous copie 0.2 finale et je ne sais pas laquelle est la bonne, quoi. Il faut que tu apprennes à... juste rangé par date de modification. Mais voyons, c'est à toi de faire les trucs. Donc j'ai appris, moi, à travailler comme un développeur dans ma manière de structurer mes fichiers et dans la manière de renommer mes fichiers, dans la manière d'archiver mes fichiers. Il m'a beaucoup appris là-dessus dans la structuration. Du coup, il se fout un peu de ma gueule, il dit que je suis créative, donc que je suis brouillon, mais au final, pas tant que ça. C'est juste que j'avais pas le cadre, on m'a jamais donné le cadre. Oui. Moi, j'ai juste une dernière question que normalement on pose en général, qui est comment est-ce que tu résumerais la pratique de Alex et Manon en 3 mots-clés? Comment est-ce que je résumerais la pratique de Alex et Manon en 3 mots-clés? Bon, ça peut être 4 ou 5. Hein, humain. Expert. Mobile. Alors, on va terminer par mobile quand même, sinon il n'y a pas de sens. Donc artisan ne revient pas. Non, parce que c'est déjà dans la baseline. Donc je pense que c'est plus important de dire qu'on a vraiment des... ça va être artisan, qu'on a des valeurs humaines sur... oui, c'est vrai. Sur rien que dans notre politique, dans notre manière de travailler avec les gens, dans notre politique salariale, de ne pas sous-payer les gens, de payer nos stagiaires, dans la manière dont on travaille ensemble, dont on travaille avec nos clients. Nos clients, ils se rappellent de nous parce qu'on est des personnes avec qui il fait bon de travailler. Ça, c'est aussi notre nom, c'est de se dire on travaille avec des personnes et pas avec des gens derrière une société. Donc humain, expert mobile, expert du mobile. Pour bien finir. Pour bien finir sur le mobile. Un petit bisou des chats pour la fin. Voilà. Un grand merci à Manon et à ses chats pour leur accueil chaleureux, mais également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!